Bonjour, c'est Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Antoine De Wilde qui a eu la gentillesse d'accepter mon interview. Alors Antoine, c'est l'un des rares Français à être coureur professionnel. Alors pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Antoine a été champion de France de cross junior en 2004, champion de cross espoir en 2006 et champion de France du 3000 mètres steeple en 2008. Par ailleurs, Antoine compte 3 sélections en équipe de France. Alors, je vais laisser Antoine se présenter un petit peu pour qu'il nous parle un petit peu de son parcours depuis ses débuts à aujourd'hui. Alors, je vais laisser Antoine se présenter. Bonjour Maxence, détends-toi, je te sens tout tendu pour cette interview. Bonjour à tous tes internautes de ton blog de course à pied. Donc Antoine De Wilde, j'ai 26 ans, je réside à Marseille. Je suis licencié au club de l'Aou-Nivernaise en Bourgogne. Donc effectivement je suis coureur professionnel pour tout un tas de raisons par rapport à mes performances et au soutien aussi inexorable de mes partenaires. Et donc je réside à Marseille depuis 1 an et demi sous la houlette de Philippe Raymond, ancien international français qui a été double champion de France sur marathon en 1994 et 2001, qui a aussi fait 11e au championnat du monde sur marathon sur la même distance à Athènes en 97 et qui a gagné les plus grandes classiques françaises telles que Marvejols-Mende, les 20 km de Paris et pour l'anecdote, il a un record à 2h11 sur marathon. Donc voilà, je suis sous son épaule depuis maintenant 3 ans, depuis mon retour d'Éthiopie en 2008. D'accord. Du coup, raconte-nous un petit peu ton quotidien. Quels sont tes types d'entraînement? Comment se passe le quotidien d'un coureur professionnel? Donc, une journée type se décompose le matin. Moi, j'ai pour habitude de me lever assez tôt. J'estime que ma journée est dédiée en fait à la course à pied. Donc, je conçois mal de me lever à 11 h. C'est plus un état d'esprit de me lever tôt pour consacrer ma journée et mon temps donc à l'athlétisme. Donc, je me lève relativement rarement au-delà de 7h30. Je vais faire un réveil musculaire le matin d'une dizaine de kilomètres, pour réveiller un petit peu mon corps pour ce qui va suivre en fin de journée, qui va être une séance plus spécifique, soit de VMA courte, VMA longue, ou une séance de préparation physique musculaire. Et entre ces deux entraînements, il y aura une sieste ou un passage chez le masseur ou le kiné par rapport au rhumatisme ou au traumatisme qu'il peut y avoir sur le corps tout au long de la semaine. D'accord, donc pour résumer, c'est soit du bi-quotidien ou juste une séance dans la soit journée. Une fois par jour, ouais, ça dépend. Il y a même des journées où c'est le repos complet, quand vraiment le corps a besoin de se régénérer. Je pense que la récupération, c'est parfois le meilleur des entraînements. Il ne faut pas trop tirer sur la corde. Et aussi pour alterner un petit peu les entraînements courses, donc soit sur le macadam, soit en forêt. J'ai découvert depuis peu l'aquajogging. Donc c'est un peu la même gestuelle que la course, sauf qu'on est soutenu par une ceinture qui nous maintient la tête hors de l'eau. Et donc on fait à peu près la même durée qu'un footing classique, et ça atténue évidemment les chocs au sol, et ça permet de faire bosser tout ce qui est cardiovasculaire. Pour information, la force de l'eau est 16 fois plus forte que la force de l'air. Donc forcément, on travaille un petit peu plus en résistance et en force, en gagnant les chocs au sol, forcément. D'accord. Donc c'est à chaque fois que tu ressens ton corps fatigué que tu t'imposes une journée de récupération? Ouais, une journée de récupération, ou alors... C'est vraiment dans la sensation. L'avant-veille des grandes compétitions, le vendredi, je m'entraîne jamais. Le vendredi, je fais toujours repos. Le samedi, je fais un échauffement complet. Et ensuite, j'ai la compétition le dimanche. Et puis vraiment, quand je sens que je suis vraiment fatigué, je suis en fin de cycle et ça commence vraiment à être très dur, je m'accorde une demi, voire une journée de repos, pour régénérer un petit peu, sortir avec les amis, aller au cinéma, me changer un petit peu la tête, et pour remettre le tablier de travail tout de suite derrière. Parce que quand on s'entraîne 1 à 2 fois par jour, si on relâche un peu 2-3 jours, on a tout de suite ce manque. Donc on va revenir tout de suite sur le droit chemin après cette plage de récupération. D'accord.
Et là, tout de suite, tout le monde doit se poser une question, mais comment tu fais mentalement et psychologiquement pour justement jamais craquer et arriver à t'entraîner régulièrement? Est-ce que déjà dans ton esprit, tu as déjà pensé à abandonner la course à pied? Comment tu fais pour justement tout le temps t'entraîner et moi, à la base, je suis un compétiteur, que ce soit en course à pied ou dans d'autres domaines. Donc déjà, moi je m'entraîne pour gagner. J'ai pas d'autre objectif que de gagner et de bien figurer donc à une compétition. Maintenant, c'est sûr qu'on a des passages difficiles en course à pied. Je pense que tout coureur, on est passé par la tête de se dire c'est bon, je lâche tout, je range les baskets au placard et je ne veux plus entendre parler de la course à pied. Ça arrive à tout le monde, c'est psychologique. Maintenant, voilà, quand on tombe de cheval, il faut tout de suite remonter dessus. Et moi maintenant, je vais peut-être te surprendre un petit peu, c'est que je suis loin d'être un passionné de la course à pied. Je ne suis pas du tout passionné. Chez moi, j'ai aucune revue, j'ai pas de photos, j'ai pas de médaille qui dépasse, rien. Mais par tout un tas de circonstances, j'en ai fait mon métier et mon activité au jour d'aujourd'hui tourne autour de l'athlétisme. Donc ce qui est devenu pas forcément une passion, mais un plaisir au quotidien. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à courir quand par exemple quand je suis en bonne forme, que j'ai de bonnes sensations, ou forcément dans les cas de victoire, c'est les moments où on est vraiment fier de soi. D'accord. Déjà, félicitations pour arriver à avoir un tel niveau de performance en n'étant pas passionné. Et pour tous les coureurs comme moi qui ont un niveau intermédiaire et qui aimeraient avoir ton niveau de performance, quel message et quel conseil aimerais-tu nous faire passer et nous dire pour qu'on arrive à progresser? Écoute, j'ai pas forcément de conseils, on a tous une ligne de conduite personnelle. Maintenant, la notion de plaisir reste importante. Je pense qu'il ne faut pas aller en entraînement ni en compétition à reculons. Il faut vraiment avoir envie d'y aller. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Je pense que pour progresser, il faut inexorablement se rapprocher d'un groupe, soit d'un groupe d'entraînement, soit d'un groupe de joggeurs, soit d'une structure fédérale comme un club. Il y a énormément de clubs en France. Donc ça, je pense que c'est important pour bénéficier donc d'une émulation d'athlètes. Et ensuite, il faut se fixer des objectifs, parce que c'est avec les objectifs qu'on avance, et donc qu'on va pouvoir progresser et s'étalonner au niveau des autres et au niveau de ses propres performances. D'accord. Donc si vous courez tout seul dans votre coin jusqu'à présent, écoutez le conseil d'Antoine qui est excellent. Essayez de vous rapprocher au maximum d'un club le plus proche de chez vous. Et grâce à l'effet de groupe, vous allez avoir une émulation et logiquement, si vous n'avez pas de blessure, vous allez arriver à progresser très rapidement. Alors tout à l'heure, tu nous as expliqué un petit peu que c'était en Éthiopie que tu avais pu progresser. Raconte-nous un petit peu ton vécu et les différents mois où tu as pu côtoyer les meilleurs du monde. Tu as pu courir avec Kenenisa Bekele, qui est le champion du monde de 10 000 mètres et de cross. Tu as pu courir également avec Haile Gebrselassie. Tu as vraiment pu côtoyer des athlètes de très très haut niveau. Et justement, qu'est-ce que tu as ressenti et comment ça t'a transformé dans la course à pied ou dans ton quotidien? Donc, je reprends ta question du début. Donc, le passage en Éthiopie m'a fait progresser, ça c'est sûr. Mais avant, ce qui m'a fait progresser, c'est d'avoir rejoint un club et d'avoir eu d'avoir récolté tout le travail des bénévoles qui sont dans les clubs, des dirigeants et qui passent leur soirée à entraîner les petits. Moi, je faisais partie des petits et c'est eux qui m'ont donné un petit peu l'amour de la course à pied et cette progression constante sans me cramer entre guillemets. Tout en me donnant cette notion de plaisir et de jeu, parce que quand on est un enfant, c'est très important. Et aujourd'hui, si je dois cette ascension que j'espère constante dans mon domaine, je le dois déjà à mon club, et je le dois donc aux bénévoles qui m'ont pris en charge très tôt. Ça, c'est important, et c'est vraiment... je pense qu'on est l'arbre qui cache la forêt. Il y a énormément de gens qui travaillent dans l'ombre pour tout un tas de personnes, et pour
celles qui sont illuminées, c'est pas le cas comme le mien. Donc moi je suis déjà très fier d'eux et donc du travail qu'ils ont fait. Donc j'ai bénéficié donc, de toute cette formation donc crescendo depuis mes plus petites catégories. Ensuite donc j'ai récolté des titres de champion de France, notamment en cross. Et en 2008 donc j'ai eu la chance, fin 2007 plutôt, donc de rencontrer le frère de Kenny Nissa Bekele. Tarikou Bekele. Tarikou Bekele, exactement. Donc il m'a proposé donc de pourquoi pas m'orienter vers l'Éthiopie quelques mois pour profiter donc de leur préparation. J'ai pesé le pour et le contre. J'ai consulté mes partenaires, mon employeur, qui était à l'époque donc la ville de Nevers, qui est un de mes partenaires aujourd'hui. Et donc j'ai fait le grand saut entre guillemets parce que j'étais à une période où on est un peu chahuté par les copains pour sortir un peu les week-ends, où on a une crise d'adolescence qui a tardé un petit peu, etc. Et donc on est entre sur le fil du rasoir de l'entraînement et donc de la jeunesse qui est en train de passer. Et donc j'ai choisi de partir en Éthiopie et ça a véritablement considérablement changé ma carrière parce que pardon j'en ai beaucoup chié là-bas. C'était très dur. C'était très dur parce que je suis parti tout seul et je suis parti très longtemps. Et ça serait à refaire, je m'y serais peut-être pris avec un petit peu plus de professionnalisme. Maintenant, c'était l'époque qui s'est montrée comme ça. Et donc je me suis entraîné très dur là-bas. J'ai pris beaucoup de claques à l'entraînement. Mais seulement j'ai vu des belles choses, j'ai vu ce qu'était la souffrance de la course à pied, j'ai vu ce qu'était aussi la misère du monde, j'ai vu ce qu'était la solitude et j'ai pu donner une vraie valeur à l'endroit où nous on vit. Et ça je pense que c'est important et au fur et à mesure du quotidien on ne s'en rend pas forcément compte. Et donc c'est tout un tas de choses et un tas de dominos en fait donc qui se sont étalés, qui m'ont ouvert les yeux sur ma carrière athlétique et sur le monde qui m'entoure. D'accord. Là, tu nous as évoqué que c'était très difficile en Éthiopie, par exemple les entraînements. Donne-nous juste une journée, l'exemple d'une journée, quel type d'entraînement avait les meilleurs du monde. On se lève très tôt. Pour ma part, je me souviens, je me levais à 5h30. D'accord. À 6h, on prenait un minibus pour nous emmener donc dans les hauteurs d'Addis Abeba, parce que moi j'étais dans la capitale éthiopienne qui est déjà située à 2500 mètres d'altitude. Mais on montait encore plus haut, autour de 3000, 3002. On voit sur toute la plaine de Ntoto, ça s'appelle. D'accord. Et donc on démarrait un footing, donc un réveil musculaire. Donc eux ils appellent ça réveil musculaire. Seulement quand on court déjà à 15-16 à l'heure, donc à 3000 mètres d'altitude, c'est déjà... ça calme. C'est très dur. Moi j'ai souffert. J'ai souffert parce que j'avais pas le niveau. Et, il faut être honnête, je me suis frotté à des athlètes qui étaient beaucoup plus forts que moi, qui s'étaient acclimatés donc à l'environnement de l'altitude et donc de l'Éthiopie. Et donc j'ai pris des claques, les réveils musculaires, je prenais aussi des claques. Mais je me suis accroché et j'ai pris énormément de plaisir. Vous savez, quand vous avez des athlètes de très haut niveau qui ont eu des médailles aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques et qui font demi-tour sur leur footing et qui reviennent vers vous pour vous chercher, qui sacrifient un petit peu une partie de leur entraînement, ça vous motive vraiment de se surpasser. Ouais, de se surpasser pour que les derniers ne ralentissent pas les meilleurs et vice versa. Donc il y a eu tout un tas de secteurs et de domaines où j'ai souffert mais où j'ai progressé par la suite et ça m'a remis directement dans le droit chemin quand je suis rentré ensuite en France. D'accord. Et donc du coup, là pour 2012, quels sont tes différents projets Je suppose que tu as au moins une ou deux compétitions clés dans ta tête. C'est sûr que 2012, c'est une année olympique. Le 26 janvier 2011, je me suis fait opérer donc, du tendon d'Achille. J'ai subi ensuite 2 mois et demi en béquille d'immobilisation et 1 mois et demi de rééducation derrière. Donc pour revenir cette année, c'était très dur. C'est toujours très difficile. Voilà, c'est un peu en dents de scie. Donc il faut s'accrocher. Donc c'est sûr que l'année 2012, moi je compte beaucoup dessus, parce que 2011 a été entre guillemets une année blanche. J'ai pas pu faire les chronos que je comptais et puis figurer sur les championnats auxquels je comptais participer. Maintenant, ça t'a retardé dans ta préparation entre guillemets. Oui, ça m'a
je pense pas que ça m'ait retardé, je pense pas que ça soit le bon terme, parce que le seuil de douleur et de laisser passer, entre guillemets, de pas me soigner que j'avais laissé durer, je pense qu'il fallait inexorablement passer par une opération, par des soins. Et donc moi je considère ça comme de l'entraînement, parce que pour courir vite, il faut avoir mes 100% de ses capacités, et moi je ne les avais pas du tout. Donc j'ai été obligé, entre guillemets, de faire un petit pas en arrière pour pouvoir en faire deux ensuite en avant. Et donc je compte sur 2012 pour prouver que je suis capable de recourir vite. Et donc je vais m'orienter sur les championnats de cross, en passant par les régionaux, les interrégionaux et les championnats de France. Ensuite, je souhaiterais disputer le semi-marathon de Lisbonne au Portugal le 25 mars prochain, en espérant courir moins d'1h05 sur semi-marathon. Si je suis entre 1h03 et 1h04, je serai très, très satisfait. Pour moi, ça sera déjà un beau chrono, et je pourrais m'orienter progressivement sur la préparation marathon, laquelle j'ai commencé en 2010, mais beaucoup trop tôt et avec peu d'acquis. Et donc je me suis blessé par la suite, donc c'était très difficile de continuer. Donc 2012, ouais, pour l'année 2012, c'est important de prendre les objectifs les uns après les autres, d'y aller crescendo et surtout de s'instruire des erreurs qui ont été faites dans le passé. Donc pour l'instant, je vais y aller piano, comme on dit, et j'espère faire les meilleures performances possibles, déjà pour moi, et aussi pour les partenaires qui me suivent depuis pas mal de temps. J'ai une pensée pour Régis Dumange, c'est mon plus gros partenaire et un partenaire historique qui est à mes côtés depuis mes années juniors, donc depuis 2004. Donc avec la conjoncture actuelle, c'est exceptionnel, et donc pour Monsieur Dumange, pour la ville de Nevers, pour mes partenaires qui me soutiennent au quotidien, parce qu'ils sont là au quotidien, blessés ou pas blessés, je me dois pas de leur serrer la main et de leur dire merci, mais moi mon rôle c'est de courir vite et d'apporter la meilleure performance possible. D'accord. Et du coup, pour nous donner un petit peu un avis chronométrique, tu penses faire quel chrono en 2012 au 10 km semi-marathon, et est-ce que tu penses te lancer dans un marathon? Moi j'ai un record à 29,34 sur 10 km, donc j'aimerais bien déjà battre mon record, mais passer en dessous la barrière des 29,30 et me rapprocher de cette grosse barrière des 29 minutes. Pour 2012, ça sera l'objectif. Ensuite, sur semi, donc comme je l'ai évoqué précédemment, ça sera de tourner autour d'1h05, voire moins. Donc je rentrerai dans un cercle, dans le cercle des 10 meilleurs français donc sur la route, donc c'est l'objectif. Et tant que je n'aurai pas réussi à rentrer deux semi-marathons corrects, c'est-à-dire aux alentours d'1h04, je pense que c'est précipité de monter sur marathon. Et j'aurai pas assez de base de vitesse ni de résistance pour pouvoir m'orienter sur une préparation marathon qui est très difficile, je pense. Et le marathon lui-même est aussi très dur. Pour monter sur marathon, en toute humilité, ça ne m'intéresse pas de monter sur marathon et de faire 2h25. Ouais, c'est clair. Donc maintenant, il faut pouvoir monter sur marathon, et donc pour pouvoir ambitionner un chrono correct et honorable. Et je pense que si je suis capable de courir deux semi-marathons en 1h04, je peux me préparer pour courir un marathon entre 2h15 et 2h16. Voilà, entre 2h14 et 2h16, je pense que ma préparation peut tourner autour de ce chrono-là si j'ai réussi à rentrer deux semi-marathons en 1h04. D'accord. Sinon, proportionnellement, ça sera compliqué. Après, il y a des semi-marathoniens qui font 1h05 sur semi-marathon et qui font 2h10, 2h11 au marathon. Seulement, je pense que mon cas, il faut quand même se laisser une petite marge de fatigue et par rapport au culte de la distance, parce que si le marathon est aussi dur, je pense que c'est pas pour nous. Ouais, j'imagine. Et du coup, là, tu viens de dire une chose très très intéressante. Il faut vraiment se fixer des objectifs et ensuite les faire palier par palier. Antoine vient de se dire, au 10 km, je vais essayer de battre mon meilleur chrono qui est de 29 minutes 34, et ensuite sur semi-marathon tu vas essayer de faire deux semi-marathons en moins d'1h05 et tu passes sur marathon. Et si c'est pas le cas, tu vas quand même essayer de persévérer sur semi-marathon. Oui, voilà, comme je disais
sur les 2-3 questions antérieures, je me sers des erreurs du passé. Avant, je faisais un bon chrono et je m'orientais mais tout de suite vers soit une autre course, soit un chrono mais qui était vraiment dans un autre monde, ou soit des objectifs qui étaient trop pour moi. Donc je pense que maintenant il faut vraiment y aller petit à petit. On voit que l'entraînement, si un jour on fait des millimètres, je sais pas, 5 fois 1000 en 3 minutes, Ouais. on va pas faire 5 fois 1000 en 2,30 le lendemain, c'est pas possible. Donc il faut vraiment y aller progressivement, et moi je pense que c'est important, mais autant pour la vision élitiste que j'ai moi de l'athlétisme, que pour le coureur amateur qui prévoit un marathon en 4h30 ou alors les 5 heures. Il faut vraiment se garder une marge de progression et surtout de durée. D'accord. Donc, essayez au maximum d'atteindre tous vos objectifs et ensuite, étape par étape, vous allez progresser naturellement si vous entraînez régulièrement. Et par ailleurs, je voulais vraiment rebondir sur une chose que tu as évoquée là tout à l'heure. Tu as dit, je me suis blessé fin janvier 2011. Et généralement, si vous courez depuis plusieurs années ou si vous voulez courir vraiment pendant un paquet d'années, il y a vraiment de grandes chances malheureusement que vous ayez au moins une blessure. Et je voulais un petit peu que tu nous racontes comment revenir après une blessure et justement comment ne pas trop douter et pouvoir revenir à son plus haut niveau. Alors déjà, pour éviter la blessure, déjà il y a des règles toutes simples, hein. C'est bien s'alimenter, bien dormir, optimiser la récupération, bien s'hydrater et puis être bien équipé. Il faut courir avec des chaussures. 5 critères indispensables pour éviter la blessure. C'est des critères indispensables. Même avec tout ça, mais parfois on n'arrivera pas à l'éviter. Moi je me suis blessé avec quelque chose de tout bête. C'est que j'ai mis une paire de pointes un jour qui était beaucoup trop petite. Je l'ai quand même mise à une compétition et ça m'a provoqué donc, une petite inflammation à l'arrière du tendon d'Achille au niveau du calcanéum. Et cette inflammation s'est transformée en calcification. Et cette calcification donc, faisait une petite pointe qui rentrait dans le tendon d'Achille. Donc j'étais en pré-rupture constante du tendon d'Achille. Et après ça a empiré. Donc après je suis passé avec une pré-rupture du tendon d'Achille à une bursite, une bursite rétro-calcanéenne, donc quelque chose qui était après très grave et pas du tout rétroactif. Suite, vraiment une petite erreur donc de jeunesse qui doit malheureusement arriver à personne, surtout pas aux coureurs professionnels. Donc maintenant, si dans le pire des cas on se blesse, je pense que la moindre douleur, il faut avoir une prévention tout de suite. C'est-à-dire, il y a la fameuse règle de blessure, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Il faut éviter d'arriver à 3 mois d'arrêt. Et la moindre douleur, vaut mieux prendre 72 heures de repos et la soigner tout de suite que tirer dessus et que ça soit irréversible derrière et avoir 3 semaines à 3 mois de repos, voire plus. Donc je pense que c'est très important de s'entourer d'une équipe médicale, soit un ostéopathe, soit un kinésithérapeute. Il y en a énormément dans toutes les villes. Et puis ne serait-ce que par les bénévoles et les dirigeants de votre club ou alors de votre association vont pouvoir vous orienter pour savoir quel syndrome vous pouvez avoir sur tout ce qui est articulation, muscles, etc. Je pense que c'est très important pour une blessure, la prévention, pour pouvoir derrière bien la guérir si blessure il y a. D'accord. Donc mieux vaut prévenir que guérir, et également si vous avez le moindre quelconque douleur, faisait 72 heures de récupération et logiquement, si vous avez encore mal, consultez vraiment un spécialiste ou sinon vous pouvez recourir. Et généralement, tu parlais tout de suite qu'il fallait vraiment avoir une excellente hygiène de vie et faire de la récupération. Et je voulais savoir si tu faisais des étirements à chacun de tes entraînements. Généralement, dans le monde de l'athlétisme, il y a 2 catégories de personnes. Il y a vraiment ceux qui sont à 100% pour des étirements et ceux qui sont vraiment contre. Et je voulais vraiment savoir si toi, tu faisais des étirements et qu'est-ce que tu en pensais. Alors moi, je suis pour les étirements, seulement j'en fais pas du tout. Donc sur ça, on devrait
on devrait donc m'en mettre une petite claque parce que je pense que c'est pas bien. Si j'ai eu beaucoup de soucis de tendinite, c'est parce que j'ai toute une chaîne musculaire qui est beaucoup trop raide. Seulement quand on a des défauts et des secteurs où on n'est pas très bon, on n'aime pas trop les travailler, ce qui est mon cas. On préfère travailler les secteurs où on est meilleur. Donc voilà, maintenant je m'y attelle un petit peu. Moi je conseillerais, c'est un conseil, c'est personnel, après il ne faut pas prendre ça pour tout le monde, d'éviter les étirements sur un muscle fatigué, c'est-à-dire après une sortie très longue ou alors après une séance de fractionné. Je pense qu'après un footing de récupération ou un footing classique, je pense que c'est bien de s'étirer. Et ça permet donc de relâcher toute la chaîne musculaire, de prévenir des blessures, bien évidemment. Et forcément de faciliter la récupération. Parce qu'un muscle qui est énormément tendu et sollicité pendant l'effort, donc va s'étirer derrière et ça sera bénéfique déjà pour le bien-être et pour la reprise de l'entraînement sur les jours qui vont suivre derrière. D'accord. Bah écoute... Ça c'est un conseil personnel. Après, chacun je pense à ces petits trucs entre guillemets, mais moi si j'ai un conseil à donner, moi ça serait celui-ci. D'accord. Donc pour vraiment que vous ayez l'avis le plus tranché possible, faites-en l'expérience, essayez une semaine de courir sans aucun étirement après chaque entraînement et vous allez voir ce que vous ressentez et faites la semaine suivante la chose complètement inverse, vous vous entraînez et vous faites des étirements. Donc, du coup vous allez pouvoir savoir ce que vous ressentez et ensuite choisir vraiment la meilleure chose qui vous convienne. Et du coup, pour tous les débutants qui nous regardent, je voulais savoir quel message pourrais-tu leur faire passer pour qu'ils se lancent dans la course à pied dès demain? Si je peux avoir un conseil à donner, c'est... moi je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont eu envie de courir, même des novices, quand ils sont venus regarder une compétition. C'est-à-dire quand on se retrouve dans un environnement où il y a du monde, où il y a une compétition, où il y a un run qui est organisé, par exemple je pense sur le local par exemple Marseille-Cassis, c'est tellement un événement d'envergure que je pense que même la personne lambda va se dire tiens c'est vrai que c'est super, je vois tellement de monde qui court, les gens prennent du plaisir à courir, sont super contents de terminer la course, courent avec des amis, courent pour la performance, courent pour terminer. Il y a tout un tas de secteurs donc de motivation. Il y a tout un tas de CSP qui sont mélangés durant la course, ça c'est énormément important. Je pense que la course à pied c'est un des seuls sports qui peut apporter ça. Il y a autant le Kenyan qui fait 27 minutes aux 10 km que la personne qui fait plus d'1 heure, que le chef d'entreprise qui gère des millions d'euros toute la journée, que la personne qui touche le RSA, qui sont mis sur la même ligne de départ. Et ça je pense que c'est un message très fort, surtout dans la société d'aujourd'hui. Et pour une personne qui regarde donc une compétition comme celle-ci, je pense que ça va lui donner des envies et ça peut être le meilleur moyen de l'amener à s'acheter une paire de baskets et d'aller faire un footing, de rejoindre un groupe d'entraînement, de rejoindre une structure, de s'inscrire pourquoi pas à une compétition et de dépasser les petites barrières qui sont mises devant elle. Il y a plein de coureurs qui vont dire non, moi je cours pas parce que j'ai peur d'être ridicule. Alors que c'est faux, il n'y a personne de ridicule. Il faut bien débuter un jour ou l'autre. Il faut bien débuter un jour, et même si on fait de la marche rapide, qui est une course très lente, on n'est pas ridicule du tout, au contraire. Moi j'ai peur d'avoir honte ou j'ai peur du regard des autres. Il n'y a aucun regard des autres. Moi quand je vais voir une compétition, que ce soit une compétition de niveau international ou une compétition locale, j'éprouve toujours autant de plaisir à voir courir les gens et à voir les gens s'épanouir, peu importe leur niveau. Donc ça, je pense que c'est important. Et si une personne ne sait pas donner les moyens de courir immédiatement ou n'a pas franchi le pas, je l'invite à rejoindre une compétition, à venir la regarder. Et je pense que ça peut être le déclic pour qu'elle se dise, allez, la prochaine, je prends un dossard et je ferai partie donc, de la ligne de départ. D'accord. Donc si vous avez un événement festif qui est le plus proche de chez vous, là actuellement nous sommes à Marseille, donc Antoine a pris l'exemple de Marseille-Cassis où il y a plus de 15 000 coureurs au cours de l'épreuve, mais également il y a énormément d'autres classiques françaises. Essayez de regarder ou de rejoindre
l'une de ces compétitions. Je pense que ça va vraiment vous motiver. Et une chose aussi très importante, c'est que pratiquer la course à pied, mis à part avoir une excellente paire de running, c'est un coût vraiment dérisoire. C'est sûr. Et si en plus vous achetez pendant les soldes, ça peut vous revenir à 70 euros. 70 euros pour pratiquer un sport, l'année, c'est vraiment un coût très très faible. Imaginez des autres sports comme le foot ou le rugby, il faut énormément d'installations ou il faut être en communauté pour pouvoir le pratiquer. Ici, vous sortez de chez vous, il vous suffit juste d'une excellente paire de chaussures et tout de suite vous pouvez aller courir. Il n'y a pas besoin de se dire rendez-vous à 18 h. Là, c'est vraiment quand vous voulez, quand vous avez le temps, quand vous le souhaitez et c'est vraiment à moindre coût. Donc, si vous voulez vraiment commencer la course à pied, vous pouvez le faire dès demain et surtout, si vous êtes un peu stressé, laissez-vous emporter par exemple par un événement festif et vous devriez être heureux dans vos baskets. Donc pour motiver, pourquoi pas un futur jogger, je prends l'exemple d'une petite structure que j'encadre sur Marseille qui s'appelle les Marseille Morning Footing. Donc le but est de faire un petit jogging les mardis et les jeudis le matin très tôt. Donc c'est à 6h30 place Castellane. Et donc, pour tous les Marseillais qui regardent cette vidéo, voilà, donc ils peuvent vous mardi, jeudi, 6h30 place Castellane, vous pouvez rejoindre le Marseille Morning Footing. Et donc cette petite structure, moi je trouve est très intéressante parce que j'ai vu des gens qui sont venus la première fois ici, qui avaient un petit peu honte de se dire je vais être ridicule en courant ou les gens vont me juger ou ça va aller trop vite et je ne vais pas tenir. Et au contraire, on essaie vraiment de courir en groupe, peu importe le niveau, pour faire un footing de 30-35 minutes. Et moi j'ai vu des gens en interne s'épanouir de semaine en semaine parce qu'ils rejoignaient un groupe de gens, parce que les gens leur parlaient, ils faisaient une activité physique, et ce qui n'était peut-être pas le cas la journée, parce qu'on n'est pas avec les gens après la journée, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc moi j'ai vraiment vu des gens s'épanouir. Et pour la petite anecdote, il y a une personne qui est venue courir ses premières fois donc le Marseille Morning Footing, qui a pris énormément de plaisir donc à courir en groupe et à courir tout simplement, s'est entraîné après un petit peu de son côté et a commencé à faire des compétitions et l'a amené donc à un marathon qui a eu lieu fin novembre. Donc en 6 mois de temps, il y a eu une énorme évolution. Il y a eu une énorme évolution et ça c'est gratifiant évidemment pour la personne qui l'a faite. C'est la première à féliciter, mais aussi, mais comme quoi l'envie peut venir vraiment d'une petite étincelle et moi je pousse vraiment les gens donc à dépasser tout ça et comme tu l'as dit si justement à mettre leur paire de basket et donc et aller courir. D'accord. Oui, parce que là je reviens sur un point, c'est ça qui est fantastique dans la course à pied, c'est que c'est quasiment obligatoire que vous connaissiez des personnes qui ont votre niveau. Donc si en plus on peut rendre ce moment de bien-être en courant par un moment de convivialité, c'est encore beaucoup plus sympa et c'est vraiment génial. Donc vraiment essayez de vous tourner vers un club pour justement avoir un petit peu ce côté convivial ou vers d'autres associations qui permettent toujours de se rencontrer, de pouvoir aller discuter tout en courant. Donc je te remercie Antoine d'avoir accepté cette interview. Vous pouvez également retrouver Antoine sur Facebook sur sa page fan Antoine de Wild. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Maxence Rigotier de blog courseapied.com. Bye bye. À bientôt.